Je m'appelle Kepler Voss et voici l'histoire de ce qui arrive quand la famille qui vous a effacé revient pour quelque chose qui n'a jamais été à elle. L'horloge de notre salle à manger a sonné 7 heures alors que la pluie battait contre les fenêtres, continue et impitoyable. C'était en 2003, à Eugene, dans l'Oregon. Un de ces hivers humides qui rendaient chaque dispute plus pesante. Mon nom est Kepler Voss, 17 ans. Et cette nuit-là, j'ai appris qu'une famille pouvait vous jeter dehors plus vite que la pluie ne pouvait effacer vos pas. La table du dîner était mise comme tous les autres soirs. Le bois de noyer brillait sous le lustre. La photo de famille était centrée au-dessus de la cheminée. L'odeur de rôti de bœuf flottait encore dans l'air. Ma mère, Marilyn, pliait les serviettes comme si la précision pouvait maintenir le monde en place. Mon père, Caleb, portait toujours sa montre en acier, celle dont le tic-tac était plus fort que sa voix, même à la maison. J'avais répété ce que j'allais dire une douzaine de fois cet après-midi-là, pensant que l'honnêteté pourrait compter pour quelque chose. Quand je leur ai dit qu'Alar Queen était enceinte, l'air est devenu immobile. Mon père m'a regardé comme si j'avais avoué un crime. « Tu as ruiné le nom de la famille », a-t-il dit d'un ton sec. « Comprends-tu seulement ce que tu as fait ?» Ma voix s'est brisée, mais j'ai forcé les mots à sortir. « Nous prendrons nos responsabilités. J'ai juste besoin de finir le lycée. » J'espérais une once de pitié, une reconnaissance que j'étais toujours leur fils. Au lieu de cela, Caleb a frappé la table de sa main, les assiettes ont sursauté, ses yeux vifs et froids. « Tu as 10 minutes, a-t-il dit en arrachant un chèque de $100 de son portefeuille. « Prends ça et pars. » Ma mère n'a pas crié. Cela aurait été trop humain. Elle a attrapé la photo encadrée sur le manteau de la cheminée et l'a retournée. Le léger clic du verre contre le bois a sonné comme une finalité, comme une porte se refermant sur mon nom. « Nous prierons pour toi », a-t-elle murmuré. Mais même cela sonnait comme une formalité pour le bien des murs. Alors que je restais figé, le téléphone de mon père a vibré. Il est allé dans son bureau et j'ai saisi des fragments de ses paroles. Point utiliser le modèle de 1989. Oui, certifié par notaire. Il a fermé la porte et l'éclat métallique de sa montre a capté la lumière du couloir, un dernier flash avant que je ne me détourne. Dehors, la pluie tombait plus fort. Je me tenais sous le porche, regardant à travers la fenêtre alors qu'il se rasseyait pour manger comme si rien n'avait changé. Ma veste collait à ma peau, mes mains engourdies autour de la sangle de mon sac à dos. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. Il y a une sorte de silence qui ne se brise pas, il durcit. Je portais avec moi un sac en nylon bon marché, quelques vêtements et le bracelet tressé qu'elle avait fait avec une ficelle de vigne verte. C'était la seule chose qui semblait encore vivante. J'ai regardé en arrière une seule fois, et j'ai juré que je ne remettrais plus jamais les pieds dans cette maison. Je ne m'excuserai pas de l'aimer. Je ne supplierai pas pour être leur fils. Je construirai quelque chose de si fort qu'ils ne seraient jamais autorisés à y entrer. Le tonnerre a grondé alors que je descendais la rue, mes chaussures se remplissant d'eau. Mon téléphone a vibré dans ma poche, un message d'Ara. C'était juste une simple traînée de peinture bleue, sa couleur préférée, et une série de coordonnées. La gare routière de Portland. Je n'ai pas hésité. J'ai couru sous la pluie, la nuit avalant toute trace de chez moi derrière moi. Quand je suis arrivé à Portland, il était plus de 2 heures du matin. La gare Greyhound sentait le métal, le diesel et le désespoir. Mes vêtements étaient encore humides et je n'avais pas mangé depuis midi. Le restaurant en face était à moitié vide, son enseigne au néon bourdonnait faiblement. Ouvert 24 heures. À l'intérieur, la lumière était crue. Le café brûlait, le sol en linoléum brillant comme un miroir qui ne voulait refléter personne. Je me suis enfoncé dans une banquette d'angle, mon sac à dos à mes pieds, mon téléphone à la main. Les coordonnées d'Ara m'avaient conduit ici, mais la ligne tombait sur la messagerie vocale à chaque fois. La dernière fois que j'ai essayé, un homme a répondu et a dit froidement « Supprimez ce numéro ». Puis le silence. J'ai dû m'assoupir car lorsque j'ai ouvert les yeux, quelqu'un avait posé un bol de soupe devant moi. « Vous allez attraper une pneumonie si vous continuez à dormir comme ça », a dit une voix de femme. Elle avait l'air d'avoir environ 60 ans, portant un manteau de laine sombre qui avait vu ses propres hivers. Ses yeux étaient vifs, mais pas méchants. « Avez-vous une famille ?» a-t-elle demandé. J'ai hésité. Plus maintenant. Elle a hoché la tête lentement, comme si elle s'attendait à cette réponse. Alors vous avez 2 choix.
Vous relevez ou restez à terre. Qu'est-ce que ce sera? Son nom était Mav Arlo. Et en moins d'1 heure, elle m'avait donné un travail de plongeur dans son petit motel, le Magnolia Inn. Ce n'est pas de la charité, m'a-t-elle prévenu. C'est un marché. Tu travailles. Tu manges. Tu ne voles pas. Tu ne mens pas, j'ai accepté le marché. Cette nuit-là, j'ai frotté des assiettes jusqu'à ce que mes doigts se rident, le son de l'eau frappant le métal noyant presque le bruit dans ma tête. Chaque service ressemblait à une punition que je méritais. Mais Mav m'observait attentivement, pas comme un juge, plutôt comme quelqu'un qui testait si j'allais casser ou plier. Lors de ma 2e nuit, elle m'a apporté une tasse de thé et m'a demandé ce qui m'avait conduit ici. Je lui ai dit la vérité en une phrase, ma petite amie est enceinte. Elle n'a pas halté ni offert de sermon. Elle a simplement dit, alors vous savez ce que c'est que d'aimer quelque chose que le monde qualifie d'erreur. Quand elle s'est éloignée, j'ai réalisé que c'était la première fois que quelqu'un me parlait sans dégoût depuis cette nuit-là. Les semaines ont passé et j'ai appris le rythme de l'auberge, le grincement du couloir à minuit, l'odeur de déterge sur les draps propres, la façon dont les clients transportaient leurs secrets dans leurs valises. Mav m'a appris à écouter, à entendre ce que les gens ne disaient pas, la plupart des clients ne paient pas pour une chambre, a-t-elle dit un soir. Ils paient pour être invisibles. J'ai commencé à prendre des notes, des inventaires, des enregistrements, des plaintes. Il y avait une étrange paix dans la routine, même quand elle était construite sur la survie. Une nuit, Mav m'a conduit dans une petite salle de stockage derrière son bureau. « Viens ici », a-t-elle dit, en ouvrant un vieux coffre-fort encastré dans le mur. À l'intérieur se trouvaient des piles de papier jaunis et cassants. « Tu n'es pas le premier à avoir été effacé par sa famille », m'a-t-elle dit. Elle m'a montré un dossier, des documents judiciaires concernant son propre enfant, enlevé par la famille de son défunt mari des décennies plus tôt. « Je n'ai pas réussi à sauver le mien à temps », a-t-elle murmuré. « Mais peut-être que je peux t'aider à te sauver toi-même. » C'était la première fois qu'elle souriait. Puis elle m'a tendu un document différent, fraîchement imprimé, une encre noire et nette sur du papier blanc. « Regarde ça », a-t-elle dit. C'était un formulaire juridique intitulé « Renonciation aux droits parentaux », rédigé par un avocat nommé Jonas Creed. C'est ce que certains parents signent pour couper les ponts avec leurs enfants, pour protéger leur réputation. Ses yeux se sont fixés sur les miens. S'ils en ont jamais signé un pour toi, c'est toi qui détiens le pouvoir. Ils pensent t'avoir effacé, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est laisser une trace de leur trahison. Les mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle tempête de pluie. L'appel téléphonique de Caleb, l'expression « modèle de 89 », l'enveloppe scellée que j'avais vue cette nuit-là. Ce n'était pas juste une menace, c'était de la paperasse, une preuve. J'ai vu le propre projet de testament de Mav sur son bureau, inachevé. Une seule ligne soulignée en bleu. Récompense pour celui qui n'abandonne jamais. Cette nuit-là, allongé sur un lit propre pour la première fois depuis des semaines, j'ai fixé le ventilateur de plafond et j'ai promis que je ne le ferai pas. Je trouverai la vérité sur ce que mes parents avaient fait. À l'aube, le téléphone du motel a sonné. Mav a répondu, son visage se crispant. Elle m'a tendu le récepteur. La voix à l'autre bout du fil était basse, presque robotique. « Ara a quitté l'Oregon », a-t-elle dit. Puis, après une pause, Idaho. La ligne est devenue silencieuse. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir, mais tout ce que je pouvais sentir, c'était le froid qui revenait s'insinuer dans mes os. Quelque part là-bas, la fille que j'aimais était déplacée comme un secret, et les gens qui se disaient mes parents réécrivaient déjà l'histoire. Je ne le savais pas encore, mais cet appel était le début de tout ce qui allait définir le reste de ma vie. Le bureau derrière la réception du Magnolia était à peine plus large que la photocopieuse, mais pour moi, il ressemblait à un centre de commandement. Un tableau blanc était appuyé sur un clou tordu, avec des lignes de marqueurs traçant les horaires, les tournées de linge, les livraisons des fournisseurs. J'ai arrêté de débarrasser les tables et j'ai commencé à diriger l'équipe de nuit, à compter les caisses à 5 heures du matin, à faire la balance, à apprendre pourquoi un reçu manquant n'est jamais juste une erreur. Mav m'a laissé installer un bureau en métal cabossé sous la petite fenêtre. Dessus, je gardais un grand livre, une pile de formulaires d'emploi et une impression des exigences de l'État en matière de pièces d'identité. L'argent dans les livres signifiait une trace écrite. Une trace écrite signifiait que j'étais réel, au moins quelque part. Mon objectif était simple et impossible à la fois. Gagner assez pour respirer,
faire figurer mon nom sur des documents légaux qui ne pouvaient pas être retournés face contre terre, et étudier tous les leviers discrets qui animent les gens, les contrats, les données, et tout ce qui se situe entre un appareil photo et l'histoire qu'il raconte. Mav disait que le pouvoir, c'est surtout du ménage avec de la meilleure papeterie. Je la croyais parce qu'elle pouvait faire sourire un inspecteur municipal tout en lui tendant une contravention qu'il avait lui-même rédigée. Elle m'a présenté Jonas Creed un après-midi sans pluie qui semblait déplacé pour Portland. Il était grand, les tempes grisonnantes, les chaussures propres, la voix patiente. Notaire multi-État, a-t-elle dit, et le genre d'avocat qui lit les petits caractères et demande ensuite qui les a écrits. Nous nous sommes serrés la main dans le couloir, à côté de chariots roulants empilés de serviettes propres. Il m'a demandé des dates. Je lui ai donné la nuit, l'heure, la table, le chèque, la façon dont la montre de mon père a brillé quand il a décroché le téléphone. Jonas a noté chaque détail comme s'il s'agissait d'une coordonnée sur une carte. Il déposerait des demandes d'accès aux archives publiques dans le comté de Lannes, a-t-il dit, et chercherait tout ce qui avait été déposé par un Voss dans les 48 heures suivant ce dîner. Il n'a pas fait naître d'espoir en moi. Il les a mesurés. Cette même semaine, Mav a fait venir une jeune femme aux yeux cernés et avec un ordinateur portable qui semblait ne jamais s'éteindre. Voici Sarah Wren, a-t-elle dit. Sarah a installé un nouveau système de points de vente qui, lui, était équilibré, m'a appris comment fonctionnaient les journaux de connexion, comment chaque frappe de touche créait une trace. Elle m'a montré les niveaux d'autorisation et pourquoi personne ne devrait jamais partager un identifiant, puis a souri et a réinitialisé mon mot de passe quand je l'ai oublié le deuxième jour. Elle parlait de serveurs miroirs et de hachage comme si elle lisait des poèmes. La chose dont je me souviens le plus, c'est ceci, si vous pouvez prouver ce qui s'est passé, vous n'avez pas besoin d'élever la voix. Le soir, je m'entraînais à écrire des emails qui disaient exactement ce que je voulais dire et rien de ce que je ne voulais pas. J'ai appris à joindre les bons documents, à étiqueter les fichiers comme s'ils pouvaient un jour se retrouver dans une salle d'audience. Quand je rédigeais des contrats pour le personnel, Mav barrait les adjectifs. Pas de couleur, disait-elle, juste des faits. Plus j'effaçais, plus je me sentais protégé. Sarah m'a appris à construire un référentiel. De la même manière qu'un charpentier construit une charpente, permis dans un dossier, preuve dans un autre, corroboration des témoins dans un troisième, avec un index croisé qui permettrait à un étranger de comprendre le flux en 10 minutes. J'ai nommé le répertoire principal, Aster, sur sa suggestion, abréviation d'une étoile que les navigateurs utilisaient pour retrouver leur chemin. Nous avons étiqueté les sous-dossiers avec des dates, pas des sentiments. Chaque téléchargement obtenait une somme de contrôle. Chaque entrée pouvait résister à un lecteur de mauvaise foi. Jonas est revenu avec un mince sourire et une copie d'un numéro de dossier. Il y avait eu un rendez-vous chez un notaire d'Eugène le matin après mon départ. Le demandeur était listé uniquement comme Voss. Le corps du document était scellé, mais le numéro existait. Il a glissé l'impression sur mon bureau comme une boîte d'allumettes. Nous n'avons pas encore le feu, a-t-il dit, mais nous savons où se trouve l'amadou, a-t-il expliqué. Les lettres de renonciation, des mots secs pour quelque chose d'humide et de permanent. Les parents les utilisent parfois pour couper les ponts avec un enfant et se protéger de toute responsabilité. Ils oublient que le papier continue de respirer longtemps après la fin d'un cercle de prière. Je lui ai parlé de l'appel téléphonique, de l'expression que mon père avait utilisée, le modèle de 1989, et de l'enveloppe avec un sceau en relief. Jonas a hoché la tête et m'a dit d'être patient. Si vous accumulez des intérêts sur le ressentiment, a-t-il dit, vous ferez faillite. Laissez-les plutôt accumuler leurs erreurs. Cette nuit-là, le téléphone du Magnolia a sonné juste au moment où je fermais le tiroir caisse. L'identifiant de l'appelant indiquait, privé. Un homme a dit, oublie ça. Tu n'as pas de bébé. Sa voix était presque ennuyée. Qui est-ce, ai-je demandé. Il a raccroché. Je suis resté là, fixant le récepteur comme s'il pouvait me donner une seconde chance de mieux poser la question. Mav m'a trouvé sur les marches derrière la buanderie, où l'air sentait le coton chaud et l'eau de javel. Elle n'a pas demandé ce qu'était l'appel. Elle a apporté un étui de caméscope, du vieux modèle, avec un fermoir cassé, et a placé une cassette mini DV dans ma paume. J'ai enregistré ça la semaine où j'ai enterré mes illusions, a-t-elle dit. Regarde-la quand tu auras besoin de te souvenir pourquoi nous continuons. Dans la vidéo, elle était assise à sa table de cuisine, parlant à l'objectif comme on parle à un ami qui ne mentira pas, la famille, c'est celui qui ne part pas. S'ils sont partis,
il ne récupère ce titre que si vous le choisissez. Montre ça là où la lumière est vive, a-t-elle dit. Garde les yeux stables. Le monde cligne des yeux assez pour vous deux. Quelques jours plus tard, Jonas a appelé de son bureau. Il a mentionné un ancien client qui avait blanchi son nom de famille avec une campagne narrative payée, une agence de relations publiques qui nettoie les dégâts familiaux et les revend comme des miracles. Il m'a donné le nom et a dit que cela pourrait refaire surface un jour. Sarah et moi étions en train d'étiqueter un nouveau lot de fichiers quand elle a levé les yeux et m'a demandé si j'aimais les étoiles. Je lui ai dit que j'aimais l'idée des choses qui restent en place. Alors chaque fichier sensible reçoit une étiquette Aster, a-t-elle dit. Nous parlerons la même langue quand cela comptera. J'ai alors réalisé que la vengeance n'était pas un assaut des portes. C'était un travail municipal. C'était de la rédaction, du tamponnage, du classement, de l'enregistrement. C'était construire un échafaudage autour d'une vérité et laisser la gravité faire le reste. J'ai commencé un document sur le tableau blanc, puis sur mon ordinateur portable, intitulé simplement « Le plan directeur ». 3 sections, droit, données, histoire. Sous droit, j'ai listé les numéros de dossier, les certifications notariales, la chaîne de possession. Sous données, les journaux de connexion, les traces IP, les pistes d'audit. Sous histoire, ce qui s'est passé, qui a vu, ce qui peut être montré. Quand j'ai eu fini, mes mains avaient cessé de trembler. Juste avant la fermeture, un email a atterri dans la boîte de réception du Magnolia, provenant d'une adresse jetable. Objet, elle a été forcée de partir. Il y avait une seule pièce jointe, la photo d'une enseigne de clinique en Idaho. Granuleuse mais lisible. J'ai senti le sol basculer. Jonas m'a dit de le sauvegarder dans Aster et de ne rien dire d'autre. Le silence n'est pas une reddition, a-t-il dit. C'est une stratégie. Ils viendront à toi quand la faim l'emportera sur l'orgueil. J'ai hoché la tête, j'ai glissé le fichier dans le référentiel et j'ai fixé le curseur clignotant, le métronome le plus patient du monde. Je me suis endormi au bureau cette nuit-là, la cassette du caméscope rangée dans un tiroir, le mot « Aster » brillant sur l'écran comme un phare dont la lumière était réduite à un seul pixel. Dehors, les freins d'un camion de livraison ont grincé, et quelque part au-dessus des toits, un avion a tracé une ligne silencieuse dans l'obscurité. Je ne savais pas où était Tara. Je ne savais pas exactement ce que mes parents avaient signé, mais je savais que j'avais une carte et je savais que je la suivrais jusqu'à ce que les épingles se connectent et que l'image se forme d'elle-même. Asheville, Caroline du Nord, 2025. Les murs de verre de mon appartement projetaient la lumière du matin sur le sol en longues barres froides. Je surlignais des phrases dans les notes pour mon discours au sommet d'Avalon quand la sonnette a hésité, comme quelqu'un de nerveux de sa propre insistance. J'ai coupé la musique, posé ma tasse et traversé la pièce. Les montagnes se tenaient fermes au-delà du balcon. Ma main n'a pas tremblé quand j'ai ouvert la porte. Caleb et Marilyn remplissaient l'embrasure de la porte avec la même posture qu'ils utilisaient dans tous les halls d'église de mon enfance. Ma mère tenait un iPad incliné loin du soleil, un titre visible dans le reflet. Kepler Voss, fondateur d'Asteré, père d'un prodige. Ils étaient habillés comme des excuses, mais leurs yeux pétillaient de calcul. Mon père a parlé le premier. Nous sommes là pour voir l'enfant. Il n'a pas regardé mon visage en le disant. Le regard de ma mère a balayé l'entrée comme si le pardon pouvait se cacher derrière le porte-parapluie. Quel enfant, ai-je demandé. Je n'en ai jamais eu. Le silence qui a suivi a duré 13 secondes. J'ai compté parce que compter m'empêchait de rire, et rire aurait été cruel pour le garçon qui se tenait sous la pluie il y a 22 ans. Ils ont demandé à entrer. Je les ai laissés faire. Le système de Sarah s'est engagé dès que la porte s'est fermée. Un petit carillon sur ma montre a vibré pour confirmer que la maison enregistrait. Je les ai conduits dans le salon et j'ai utilisé la télécommande pour réveiller l'écran mural, laissant le tableau de bord d'Aster s'afficher. Puis la branche du produit estampillé, Aster Junior. Leurs yeux se sont tournés vers elle comme des papillons de nuit. Nous avons beaucoup pardonné, a dit mon père. Il est temps de redevenir une famille. Nous voulons le rencontrer. Nous pouvons partager l'avenir, Kepler. J'ai versé du café et j'ai regardé les mains de ma mère. Elle portait aujourd'hui la montre en acier de mon père, celle que j'avais vue briller dans un couloir quand j'avais 17 ans. Son cadran a capté le matin et l'a renvoyé comme une fusée de détresse. Où est-il, a demandé ma mère, d'un ton trop enjoué. Le garçon est avec des gens qui m'ont cru quand vous ne l'avez pas fait, ai-je dit. Il est en sécurité.
Ce n'était pas un mensonge. Le garçon était un produit et une promesse, pas une personne. Et pour la première fois de ma vie, j'étais reconnaissant d'un malentendu que je pouvais diriger. Ils ont commencé à parler de seconde chance, de la complexité du passé, de la façon dont Dieu restaure ce qui est brisé. Je les ai laissés parler jusqu'à ce que leurs mots perdent leur sens. Puis j'ai demandé ce qui avait changé. Mon père a dit quelque chose sur les marchés et le timing. Puis il en a trop dit. Une histoire comme celle-ci pourrait aider à réparer ce qui s'est passé en Oregon. Il s'est repris, mais la phrase était déjà dans la pièce, respirant. Ils ont mentionné une firme qu'ils avaient engagée pour aider à partager les retrouvailles, un groupe de Charlotte appelé Silverline Media. Ma mère a sorti une présentation brillante de son sac, la chorégraphie d'un miracle. Elle a gardé sa voix douce, comme si elle ne voulait pas effrayer l'animal qu'elle espérait tenir en laisse. J'ai hoché la tête, en prenant soin de ne paraître ni impatient ni en colère. Je voulais qu'ils continuent à penser qu'ils étaient ceux qui tenaient la laisse. Quand je me suis levé pour remplir leur tasse, j'ai utilisé le reflet dans la bouilloire pour prendre une photo nette de la montre au poignet de ma mère. La photo a atterri dans ma pellicule comme un fossile, la preuve que le temps se répète quand personne ne lui dit de ne pas le faire. Ils sont restés 20 minutes et ont dit des choses très gentilles d'une voix très prudente. En partant, mon père a oublié un dossier glissé sous l'iPad. À l'intérieur se trouvait un brouillon intitulé « Pétition pour les droits des grands-parents, brouillon A ». Le langage était prévisiblement tendre, les recours très spécifiques. J'ai posé le dossier sur le comptoir et j'ai appelé Jonas. Je lui ai envoyé la photo de la montre et une copie de la page de garde. Il a rappelé presque instantanément. La pétition n'avait pas encore été déposée. S'il le faisait, ils mettraient la touche finale à leur propre plan. Documente tout, a-t-il dit, et garde l'enregistrement audio en marche. J'ai appelé Sarah et je lui ai dit de commencer à surveiller toute adresse IP basée en Oregon qui associait mon nom au mot « petit-fils ». Elle a mis en place des filtres et des alertes et a envoyé une petite mise à jour sur mon téléphone. 1 heure plus tard, alors que je rinçais des tasses, le téléphone a vibré. Puis à nouveau. Elle m'a lu les recherches à voix haute. Comment réclamer un héritage d'un enfant éloigné? Droit de visite des grands-parents en Caroline du Nord. La dernière entrée m'a fait m'appuyer contre le comptoir. Un email à une adresse familière. Derek Sloan. Je n'avais pas vu ce nom sur un écran depuis 2 décennies. Dans mon esprit, il avait toujours 17 ans, murmurant des promesses sous les gradins puis disparaissant dans un en-tête de lettres d'avocat. Maintenant, il était une ligne dans un fichier journal, revenant vers l'histoire qu'il avait abandonnée. Je suis sorti sur le balcon et j'ai laissé l'air froid me brûler les poumons. En bas, la route serpentait vers la ville, un fil brillant cousant les collines ensemble. J'ai pensé au garçon que j'étais, à la façon dont la serrure avait sonné cette nuit-là, à la traînée de peinture bleue sur l'écran de mon téléphone. J'ai pensé à la vidéo de Mav, rangée dans un dossier intitulé « Aster Story », au numéro de dossier sous « Aster Loho » et aux journaux d'accès collectés sous « Aster Data », formant ensemble quelque chose que l'on pouvait mettre sur un écran sans détourner le regard. Je n'ai pas claqué la porte, ni jeté le dossier, ni les ai rappelés pour me battre dans mon salon. Je suis retourné à l'intérieur, j'ai ouvert le référentiel et j'ai tapé les entrées du jour. Qui est venu? Ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont laissé derrière eux. Dans ma tête, j'entendais la voix de Jonas. Ne dépense pas le ressentiment, gagne des preuves. J'ai sauvegardé le fichier, j'ai regardé la somme de contrôle se confirmer, et j'ai laissé le poids dans ma poitrine se transformer en patience. Cette nuit-là, alors que le verre devenait noir et que les lumières de la ville tissaient un filet lâche sur la vallée, j'ai réécrit le premier paragraphe de mon discours d'Avalon. J'ai supprimé la moitié des adjectifs et une métaphore et n'ai laissé que la chose que je pouvais jurer. La confiance a un numéro de version. Et une fois que vous la dégradez, elle ne se met jamais à jour d'elle-même. Quand j'ai eu fini, le curseur attendait à la fin de la ligne comme une respiration retenue. Mon téléphone s'est allumé une fois de plus. Sarah encore. Elle avait une capture d'écran d'un projet de communiqué de presse de Silverline Media, en attente dans un espace de travail privé. Le titre était du genre qui se partage sans être lu jusqu'au bout. Elle avait aussi autre chose, une trace d'une invitation de calendrier entre mon père et Derek, prévue pour la fin de la semaine. Lieu, Asheville. Objet, stratégie de retrouvailles. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce que les solives deviennent nettes. Le matin, les montagnes seraient là, comme toujours.
La sonnette pourrait à nouveau sonner. La montre pourrait briller une deuxième fois au poignet de ma mère. Mais cette fois, la maison écoutait. Le papier respirait. Et les noms au bas des documents des autres commençaient à signifier exactement ce qu'ils avaient signé. Une semaine après qu'ils se soient tenus sur mon seuil, le monde autour de moi semblait trop calme. Le bureau de verre que j'avais construit au sommet de la crête était destiné à la lumière du soleil et à la certitude, mais ce matin-là, les deux semblaient artificiels. Des graphiques brillaient sur l'écran mural incurvé, un océan changeant de lignes et de chiffres. Sur mon bureau reposait une lettre écrite de la main étroite de ma mère. « Tu es toujours notre sang. Pense à l'enfant. » Je l'ai plié une fois, proprement, comme quelque chose à classer dans le tiroir d'épreuves. L'encre sentait encore le frais. Ils agissaient vite. Ils pensaient que j'étais prêt à pardonner. Ils avaient tort. Le but maintenant était simple, tirer, ne pas pousser. Les laisser s'enfoncer si profondément dans leur propre illusion que le poids de la cupidité les entraînerait sous l'eau. Sarah traçait déjà le réseau derrière Silverline Media. Chaque pigne, chaque journal, chaque pièce jointe était enregistrée dans notre base de données. Cet après-midi-là, elle a trouvé ce que j'attendais, un fil de mai entre Caleb et Derek Sloan, l'homme qui avait disparu de la vie d'Ara et de la mienne. Son ton était onctueux et familier. Si Kepler a un enfant, j'ai un droit. Vous avez dit que vous pouviez le prouver. Je me suis penché en arrière et j'ai expiré. Il ne se contentait pas de réécrire mon histoire. Il fabriquait une lignée, transformant la honte en héritage. À la tombée de la nuit, l'image complète a émergé. Caleb proposait une histoire de rédemption. Derek jouerait le père repentant. Mes parents, les grands-parents au cœur brisé. Le produit était la sympathie et la monnaie était l'exposition médiatique. J'ai laissé le dégoût se transformer en calcul. Sarah a suivi le chemin des paiements. Le compte de Derek aux îles Caïmans était de nouveau actif. Un virement d'une entreprise de construction de l'Oregon, listée sous les holdings de mon père, était arrivé juste 3 jours avant le début de l'accord de relations publiques. Sa start-up était en poussière. Il avait besoin d'argent. Jonas a appelé de Portland, sa voix calme, mais je pouvais entendre le sourire. Il avait localisé une copie certifiée d'une entrée de notaire de 2003, la signature de mon père sur un document renonçant à tous les droits parentaux sur moi et mes descendants. C'était sec, bureaucratique et d'une permanence dévastatrice. C'est leur perte, a dit Jonas. Le moment venu, nous le montrerons. J'ai élaboré mon prochain coup. Tard cette nuit-là, j'ai écrit un email à ma mère, ses bords tremblants d'une fausse vulnérabilité. J'ai besoin de temps. Je veux te croire, mais je ne sais pas comment. J'ai peur de tout perdre. L'appât devait paraître doux, presque tendre. Elle a répondu à l'aube, promettant prière et réconciliation. Ça marchait. 3 jours plus tard, Silverline Media a lancé la première vague. Mon fil d'actualité a explosé avec le titre « La famille Voss se réunit après 22 ans de silence ». La photo jointe était un montage numérique, le bras de Caleb sur mes épaules. Nos sourires trop symétriques. En moins d'1 heure, Jonas avait déposé une réclamation de propriété pour l'image et commençait à préparer une injonction. La firme a supprimé le message, mais l'algorithme l'a maintenu en vie. Leurs empreintes digitales étaient partout maintenant. La suppression ne faisait que prouver l'intention. Je me tenais près du mur de verre cette nuit-là, la ville un éparpillement de blanc sous une fine neige. Pendant un instant, j'ai revu leur visage. Ces mêmes performances de chagrin qu'ils arboraient quand je les suppliais de rester dans cette maison des années auparavant. Pour la première fois, je me suis demandé si ma propre stratégie ne commençait pas à ressembler à la leur. Jonas a dû l'entendre dans ma voix quand j'ai appelé. La justice et la vengeance utilisent les mêmes outils, a-t-il dit. La différence, c'est où vous vous arrêtez. Le lendemain, mon père a appelé. Le bourdonnement de fond de son bureau passait à travers la ligne. Le garçon a le droit de savoir qui il est, a-t-il dit, d'une voix soigneusement mesurée. J'ai attendu un instant. Tu as raison, ai-je dit. Et j'ai le droit de savoir pourquoi vous m'avez abandonné. Discutons en publiquement. Le silence qui a suivi a été plus long que 13 secondes cette fois. Puis l'appel s'est terminé. Je savais que le sommet d'Avalon ne serait plus une vitrine pour Astéraï. Ce serait le règlement de compte. Jonas et Sarah ont passé la semaine suivante à se préparer. Jonas a rédigé des indications de timing pour le moment où le dossier du notaire apparaîtrait.
Sarah a codé le flux avec des redondances que personne ne pourrait contourner. J'ai enregistré chaque appel, chaque lapsus, chaque confession. Quand la voix de Caleb a grincé, « Tu me dois le nom Voss », j'ai sauvegardé le fichier comme un marqueur sonore pour la présentation. Alors que la première vraie neige de l'hiver commençait à tomber, je me tenais près de la fenêtre et je pensais au garçon à Eugène qui comptait autrefois les secondes entre les coups de tonnerre. La tempête d'alors avait été brute. Celle-ci était conçue. J'ai murmuré au reflet, ils ont frappé une fois. Maintenant, je réponds. Cette nuit-là, l'alerte de Sarah a sonné. Derek Sloan vient de réserver un vol pour Asheville, a-t-elle dit. Il n'est pas seul. Sur l'écran, les données des passagers défilaient. Le nom a frappé comme un fantôme sortant d'une tombe scellée. Alar Queen. La ville était grise et basse cet après-midi-là, une brume s'accrochant aux collines comme une buée sur une vitre froide. La voix de Sarah est parvenue à travers mon oreillette. Derek Sloan et Queen s'étaient enregistrés à l'hôtel Haven, en centre-ville, l'un de nos établissements pilotes utilisant le tout nouveau système de gestion d'Aster. Ma main s'est crispée sur la rampe alors que j'ouvrais le flux de sécurité. La caméra les a surpris dans l'ascenseur, elle les bras croisés, les yeux vides, une ombre de la fille dont je me souvenais. Derek se tenait à côté d'elle, riant avec le réceptionniste, tout en charme et en chaleur contrefaite. Le plan a changé dans ma tête instantanément. Ce n'était pas seulement de la manipulation. C'était de la coercition. Il me fallait des preuves. Sarah a redirigé les journaux audio de l'établissement, les synchronisant via notre réseau interne. Chaque son dans leur chambre était diffusé sur un canal privé. Je suis resté assis dans l'obscurité de mon bureau alors que les voix commençaient. Le ton de Derek était désinvolte, rodé. Tu dois juste dire que tu as eu le bébé. Caleb a promis d'effacer ma dette une fois que la vidéo sera en ligne. Silence. Puis la voix d'Ara, plus fine que dans mon souvenir. Le bébé n'a jamais vécu. Je ne peux pas faire ça. Une pause. Et puis la voix de Caleb au haut-parleur. Aiguë et froide. Alors ne sois pas surprise quand ton dossier clinique se retrouvera sur tous les fils d'actualité d'ici à Boise. Les mots ont frappé comme du verre qui se brise. Pendant une seconde, j'ai voulu prendre d'assaut l'hôtel et les traîner tous à la lumière du jour. Le message de Jonas est apparu au bord de mon écran avant que je ne puisse bouger. Si tu interviens, ils effaceront tout. Reste immobile. Je me suis forcé à respirer. L'enregistrement tournait toujours. Laissez les dégâts finir de se former. À minuit, les fichiers étaient archivés et cryptés. Le nom du dossier était Aster Trust T03. J'ai regardé la barre de progression se compléter, chaque pourcentage un battement de cœur. Puis Sarah a rappelé. Ton père a engagé un avocat radié de Charlotte, habitué à falsifier des actes de naissance dans une affaire d'héritage. Je me suis penché en arrière, pressant mon pouce contre le bureau en verre jusqu'à ce que ça fasse mal. Chaque pièce s'emboîtait. Il construisait un enfant de papier et de mensonges, un héritier qui n'avait jamais existé. Jonas a confirmé la suite. Les notes internes de Silverline Media montraient une campagne appelée « Jour de la rédemption », prévue pour le premier jour du sommet d'Avalon. Une résurrection parfaitement synchronisée. J'ai presque admiré l'audace. Presque. J'ai envoyé un email cette nuit-là depuis un compte factice sous le nom d'El Corbin, le responsable des relations publiques que Jonas avait mentionné une fois. Cette campagne comporte un risque d'exposition. Nécessite une vérification des matériaux sources. En quelques heures, j'ai reçu une chaîne complète de pièces jointes, de scans, de brouillons, de scripts. Ils n'ont pas posé de questions. Ils ont simplement envoyé leur crime emballé dans un paquet cadeau. Sarah a dupliqué les fichiers sur notre serveur sécurisé et a effacé les traces. Le filet se refermait. Le soir suivant, le flux de sécurité du Haven montrait à Russell, faisant les 100 pas. Puis, à minuit 47, elle est partie. Elle est apparue sur la caméra de mon propre bureau 40 minutes plus tard, son visage pâle sous les lumières du hall. Elle n'a pas frappé. Elle est simplement entrée et a jeté une enveloppe manie sur mon bureau. C'est la seule copie qui reste, a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait le dossier médical original de l'Idaho, datant de 2003, confirmation de la grossesse, suivi du dossier d'interruption signé par elle, pas par mes parents. La preuve que l'histoire qu'il vendait n'avait jamais existé. Sa voix s'est brisée. Si tu me vois encore comme une personne, mets fin à tout ça.
Elle s'est retournée pour partir, mais je l'ai arrêtée assez longtemps pour dire « Va-t'en. Sors de cette ville. Ils ne te toucheront plus. » Quand la porte s'est fermée, je suis resté seul avec l'enveloppe, son poids plus lourd que n'importe quel plan de vengeance. Je l'ai scellé dans le coffre-fort étiqueté « Aster Truth » et j'ai appelé Jonas. Il est venu en personne cette nuit-là pour scanner et certifier le dossier, stockant des duplicata dans 3 juridictions. C'est la pierre angulaire, a-t-il dit doucement. Sans ça, ils auraient pu réécrire le temps. Dehors, le ciel virait au violet vers l'aube. Les lumières du bureau captaient mon reflet dans la fenêtre. Pour la première fois, l'homme qui me regardait n'était pas le garçon laissé sous la pluie. C'était quelqu'un de plus froid, de plus stable, prêt à tout brûler pour révéler ce qui avait été caché. 1 heure plus tard, alors que j'essayais de fermer les yeux, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Numéro inconnu. Le message est apparu sans nom d'expéditeur. Nous savons qu'elle est venue te voir. Arrête de te mêler de ça ou le monde croira que tu as tué ton propre enfant. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que la lueur s'estompe. La menace ne m'a pas fait peur. Elle n'a fait que confirmer ce que j'avais déjà décidé. La prochaine fois qu'ils essaieraient d'utiliser mon silence, je laisserai le monde entier entendre à quoi cela ressemble quand la vérité respire enfin. 2 jours plus tard, à 2 heures du matin, le bureau de Harlow System brillait comme un cockpit. Le reste d'Asheville dormait. Nos serveurs, non. J'étais assis entre Sarah et Jonas. Nous 3, éclairés par des tableaux de bord et des fenêtres de terminal. Le bourdonnement des bails de serveurs, une respiration régulière derrière la vitre. Nous passions au peigne fin les récentes mises à jour lorsqu'un nouvel artefact est apparu dans la file d'attente de la quarantaine. Un document téléchargé depuis un bloc IP de Silverline Media, nettoyé, mais pas assez. Le nom du fichier ressemblait à un défi, plan-réunion-famille-doc. Sarah l'a ouvert dans un bac à sable pendant que je regardais le curseur ramper. Le contenu était exactement ce à quoi je m'attendais, et pire encore, un programme chronométré pour le sommet d'Avalon, des lignes de dialogue pour une réconciliation mise en scène. Des bandeaux graphiques m'étiquetant comme un fils prodigue, Caleb et Marilyn comme des grands-parents qui ont longtemps souffert, et un plan final de la silhouette d'un enfant sous une lumière douce. Ils avaient construit une cérémonie à partir d'un mensonge. Je l'ai dit à voix haute pour que la pièce m'entende le penser. J'allais contrôler la scène avant eux. La seule façon d'en finir était d'utiliser leur propre projecteur et de lui faire dire la vérité. Jonas a commencé à assembler un dossier mince et létal, la renonciation notariée de 2003 avec le numéro de dossier qui correspondait au registre public, le dossier de la clinique de l'Idaho scanné en haute résolution et certifié, les emails archivés entre mon père et Derek concernant le paiement, et la menace enregistrée où Caleb promettait d'exposer son passé médical si elle ne se conformait pas. Sarah a écrit des déclencheurs à distance qui permettraient à une seule frappe de touche de prendre le contrôle du système de lecture de la salle du centre de congrès. Nous n'avons pas demandé la permission. Nous avons vérifié les contrats. Le fournisseur audiovisuel d'Avalon utilisait déjà notre pilote de gestion de flotte pour leurs hôtels. Aster avait un canal de maintenance intégré dans les projecteurs. Je serais celui qui aurait l'accès quand la salle serait plongée dans le noir. J'ai quand même envoyé le message que mon père avait besoin de recevoir. Je suis prêt à parler de la famille publiquement. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard, un paragraphe chaleureux sur la guérison qui semblait imprimé avant qu'il ne l'ait tapé. Pendant qu'il prétendait planifier une réunion, Sarah a tracé un autre changement dans leur flux de travail. Les ingénieurs de Silverline avaient mis en place un blocage pour intercepter tout média téléchargé depuis mon compte et le remplacer par leur vidéo prémontée d'un garçon souriant. Sarah a répondu en déplaçant le flux 3 couches plus bas, dans une voix que même leurs administrateurs ne voyaient pas. Elle était prudente, implacable, et quand elle a eu fini, le chemin de lecture ressemblait à une rivière tressée à travers la roche. S'ils essayaient de la barrer sur un canal, 2 autres porteraient le courant. Vers l'aube, mon téléphone a vibré. Un message de mon père. Demain, nous serons à nouveau une famille. Tu devrais être reconnaissant. J'ai imaginé la montre au poignet de ma mère, la façon dont elle avait brillé dans mon couloir quand j'avais 17 ans. Et à nouveau dans mon salon il y a quelques semaines, un métronome pour le contrôle de quelqu'un d'autre. 10 minutes plus tard, Jonas a appelé de son bureau au bout du couloir. Il avait fouillé dans une archive secondaire au bureau du greffier du comté de Lannes, des sauvegardes que personne ne prend la peine de chercher parce qu'elles sont désordonnées, et avait trouvé un enregistrement de surveillance de l'intérieur du bureau du notaire, 22 ans plus tôt.
Des images granuleuses, de la statique sur les bords, mais assez claires au milieu pour montrer mon père et ma mère signant le document qui me coupait les ponts. À la fin, la montre en acier au poignet de mon père a capté un rectangle de lumière fluorescente et l'a projeté vers la caméra, un éclat de brillance que n'importe quel juré se souviendrait. J'ai imprimé une seule image de ce reflet et je l'ai posée à côté de la lettre que ma mère avait écrite. Sur un papier, un plaidoyer. Sur l'autre, une décision. J'ai dit à Jonas que si notre plan était interrompu, si le flux était coupé, si une alarme incendie débranchait la prise, il devait expédier le dossier complet à 2 médias qui lisaient encore avant de publier, l'Austin Chronicle et le Wall Street Ledger. Il n'a pas discuté. Il a écrit une courte lettre de motivation et a sauvegardé 2 brouillons. Nous avons répété une dernière fois. Mon ouverture sur la confiance et les données. Le signal où le logo d'Aster apparaîtrait. Le passage de relais à Jonas, concis et brutal. L'extrait de la voix d'Ara. Pas de visage, juste la vérité. L'image fixe de la caméra du notaire. La phrase de clôture que j'avais écrite, celle qui coûtait le plus à dire. Quand nous avons eu fini, le compte à rebours sur le mur indiquait 18 heures. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai dit ce que la pièce ressentait déjà. Demain, la lumière ira là où ils ont le plus peur d'elle. En sortant, mon téléphone a de nouveau vibré. Une courte vidéo tournée à travers un pare-brise, tremblante et méchante, la voiture de location d'Allard s'engageant sur l'autoroute à l'aube. Un SUV noir, 2 voitures derrière elle. Le fichier s'est terminé par un texte. Ne joue pas avec le feu. J'ai fixé les bornes de l'autoroute qui défilaient dans la vidéo, j'ai senti la chaleur familière monter, et je l'ai laissé s'éteindre avant qu'elle n'atteigne mes mains. J'ai transféré le clip à Jonas et Sarah, je l'ai étiqueté pour le dossier et j'ai éteint toutes les lumières sauf une. Les serveurs continuaient de respirer. Moi aussi. Le centre de congrès de Nashville vibrait de cette électricité matinale que l'on ne ressent que lorsque 3000 personnes attendent un spectacle qu'elles ne savent pas encore qu'elles vont voir. Des caméras étaient perchées sur des rails. Des traducteurs testaient leurs casques. Des sponsors se serraient la main. Je sentais la scène sous mes chaussures comme un animal vivant. Au 4e rang, Caleb et Marilyn étaient assis le dos droit. Derek, près de l'allée, un producteur de Silverline à 2 sièges de là, tapant des notes sur une tablette. Ils avaient orchestré un public et l'avaient habillé en tenue de ville. Je suis sorti sous une lumière blanche et dans le silence. La salle a absorbé ma silhouette et me l'a rendue, amplifiée. Bonjour, ai-je dit, et j'ai parlé de confiance. Je l'ai défini de la seule manière que je connaissais, quelque chose que l'on ne peut mesurer que lorsqu'on l'a perdu. J'ai parlé avec des phrases claires, sans métaphore, des chiffres d'abord, puis des noms. Sur le sol à ma gauche, mon père a fait un petit signe à un homme avec un casque. Le technicien s'est accroupi derrière la console, les doigts arqués sur un clavier. Quelque part dans une régie, leur film de retrouvailles attendait son signal. L'écran principal a vacillé, puis s'est stabilisé. La marque d'Aster AI s'est ouverte comme un iris. Une respiration s'est bloquée haut dans la salle. Au lieu d'une musique douce et d'un garçon qui n'a jamais existé, l'image a basculé sur l'horodatage d'un petit bureau à Eugène, en 2003. La caméra faisait face à un comptoir en stratifie, une plante dans le coin, un calendrier mural tourné sur janvier. Mon père est entré dans le champ. Ma mère a suivi. Un notaire a placé un document où la caméra pouvait voir les signatures si elle s'en souciait. La salle les a regardés écrire leur nom sous une ligne qui me coupait de toute revendication légale qu'un fils a et de toute obligation qu'un parent doit. À la fin, alors qu'il se levait pour partir, la montre en acier au poignet de mon père a brillé sous la lumière fluorescente et a envoyé une lame blanche vers l'objectif. J'ai laissé l'arrêt sur image tenir un battement de cœur de trop. Jonas m'a rejoint sur scène avec un dossier et un microphone. Il ne s'est pas présenté. Il a placé la copie certifiée de la renonciation sur le moniteur de confiance et a lu le numéro de dossier, puis l'a fait correspondre au registre public. Il a tapé sur le journal de la chaîne de possession du dossier de la clinique de l'Idaho et a affiché l'attestation du médecin. L'écran est passé aux en-tête de mai entre Caleb et Derek discutant du paiement pour la participation et du langage pour la presse. Finalement, une forme d'onde est apparue. Puis la propre voix de Caleb a retenti dans la salle, plate et froide. Point dites qu'il est né et a été caché. Si vous ne le faites pas, votre dossier devient public. Pas d'adjectif, juste sa voix, vérifiable et présente. Je n'ai rien dit jusqu'à ce que l'extrait du témoignage d'Allah remplisse la pièce. Nous n'avons pas montré son visage.
Nous n'en avions pas besoin. Le bébé n'a jamais vécu, a-t-elle dit, son souffle se coupant sur le dernier mot. Ils ont essayé de me faire mentir. Le son seul a réarrangé l'air. Sur l'écran principal, j'ai ramené l'image fixe de la caméra du notaire et j'ai zoomé sur la montre, l'éclat dur pointant vers le verre comme une seconde main qui attendait depuis 22 ans d'être remarquée. Puis j'ai baissé les yeux vers le 4e rang. Mon père a levé une main comme pour repousser la lumière. Ma mère a agrippé la coudoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Marilyn s'est levée et a crié que c'était faux. L'ingénieur du son a ouvert le fichier suivant sans me regarder. Sa propre voix, capturée dans une cuisine avec le téléphone trop près de sa bouche, a rempli la salle depuis 2 décennies. Tu as tué ton avenir. Elle est retombée sur son siège comme si le sol s'était soulevé. Derek s'est précipité dans l'allée et a chargé la scène. Un enchevêtrement de nerfs et de sentiments de droit. La sécurité a bougé plus vite. Dans la bousculade, son micro-cravate est passé en direct et a capté la seule phrase qu'il a dite et qui comptait. Vous m'aviez promis 500 000 $. Cela a atterri sur les grands haut-parleurs comme une facture. Mon père a essayé de se lever et de partir. Les caméras de diffusion, qui étaient censées passer au logo des sponsors, ont trouvé son visage à la place. La salle a commencé à murmurer, puis à siffler, puis à huer. J'ai laissé le son monter et retomber. Quand le calme est revenu, j'ai parlé aux seules personnes dont les oreilles m'importaient, celles qui étaient venues chercher un produit et avaient trouvé une confession. Vous êtes venu rencontrer un enfant, ai-je dit, calme, car la rage aurait été trop facile. Mais vous vous êtes assuré qu'il n'y en aurait jamais. Et quant à moi, le garçon que vous avez jeté dehors, je ne vous appartiens pas maintenant. Ni par la loi, ni par quoi que ce soit qui s'appelle l'amour. La salle est restée immobile pendant un instant si long que je l'ai senti dans mes dents. Puis les applaudissements ont commencé près du fond, ont avancé comme une pluie et ont déferlé sur la scène. Des téléphones se sont levés. Les flux sont passés en direct. Sur les écrans à l'extérieur de la salle, les hashtags ont commencé à fleurir. Hashtag Vosreveal et hashtag Astertrousse. En quelques minutes, le compte principal de Silverline est devenu privé. Leur producteur s'est éclipsé par une porte latérale, son badge rentré dans sa poche. J'ai regardé à nouveau le 4e rang, la tête de mon père était baissée, la bouche de ma mère travaillant autour d'un mot qui ne voulait pas sortir. J'ai terminé la présentation là où elle devait se terminer. La famille, ce n'est pas ceux qui partagent votre sang, ai-je dit. C'est ceux qui ne vous laissent pas dans la tempête. Les lumières se sont rallumées sans musique. Je suis sorti de scène dans le couloir de service. Le béton froid à travers les semelles de mes chaussures. Le téléphone de Jonas a sonné avant le mien. Il a écouté un long moment, puis a couvert le récepteur et a croisé mon regard. Ils viennent de porter plainte pour diffamation. Ils ont l'intention de se battre devant les tribunaux. J'ai pris l'appel en attente sur ma ligne et j'ai entendu le même message d'une autre bouche. Quand cela s'est terminé, j'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai senti le plus petit rire menacer de monter. Pas de la joie, du soulagement. Une salle d'audience, au moins, avait des règles. Bien, ai-je dit. Mettons la lumière quelque part où elle ne s'éteint pas. 2 semaines après le sommet d'Avalon, le bruit avait finalement atteint un niveau tel que même les montagnes pouvaient l'entendre. Toutes les chaînes rediffusaient les images, les visages de mes parents sous les lumières, le reflet de la montre en acier de mon père, le halètement de la foule quand j'ai dit qu'il n'y avait pas d'enfant. Les hashtags pulsaient toujours sur les réseaux sociaux comme un battement de cœur qui refusait de mourir. J'ai laissé Asheville derrière moi et j'ai conduit dans les Blue Ridge jusqu'au chalet où Mav avait l'habitude de séjourner pendant ces mois de tranquillité. L'endroit était petit, lambrissé de cèdres, le genre de silence qui vous faisait vous souvenir du son de votre propre respiration. Je n'avais pas allumé de télévision depuis des jours. Le seul lien avec le monde était la route de gravier et le SUV noir de Jonas qui apparaissait tous les quelques matins. Ce jour-là, il a apporté un dossier assez épais pour alourdir la table de la cuisine. La couverture indiquait « Vos contre Vos, plainte pour diffamation, faux et atteinte à la vie privée ». À l'intérieur se trouvaient des documents tamponnés, des pièces à conviction soigneusement classées, et les signatures de mes parents, claires et provocantes comme toujours. Jonas a ouvert sa mallette, a exposé le plan de réponse et a dit la seule chose qu'il disait toujours avant un combat. Nous allons respecter les règles. Ils utiliseront le chaos. Nous utiliserons la loi. Leur équipe juridique venait de Charlotte, la même ville où l'avocat radié de mon père avait autrefois falsifié des actes de naissance.
L'ironie, semblait-il, était héréditaire. Le fondement de leur affaire reposait sur un point, que la vidéo du notaire montrée à Avalon avait été obtenue illégalement, une violation de la propriété d'archives privées. Sarah, qui était en liaison depuis la ville, avait déjà préparé la contre-attaque. Les images avaient été transférées dans les archives numériques publiques en 2003, lorsque l'État avait numérisé ses registres notariaux. Chaque image était en open source, accessible à toute personne disposant d'un numéro de dossier et de patience. Jonas a souri. Ils nous poursuivent pour une fenêtre qu'ils ont laissé déverrouiller eux-mêmes. Nous avons déposé une contre-poursuite le même après-midi. Représentation frauduleuse, tromperie en matière de relations publiques et fabrication d'identité à des fins de gains financiers. Le titre était plus simple, le petit-fils qui n'a jamais existé. Jonas l'avait écrit ainsi pour la presse. Les audiences ont commencé sous un ciel gris. Les journalistes bordaient les marches du palais de justice. Chaque déclenchement d'obturateur sonnait comme un battement de cœur que je ne voulais pas m'approprier. À l'intérieur, l'air était lourd de parfum et de papier. Derek Sloan a été le premier à craquer. Les enquêteurs fédéraux avaient gelé son compte au Caïman et exigé une explication pour le transfert d'un demi-million. Il l'a donné, Caleb Voss m'a payé. Les mots ont résonné sur le marbre de la salle d'audience comme le clic d'une serrure qui s'ouvre. Puis sont venus les emails. Des journalistes ont obtenu une correspondance vérifiée entre Marilyn et Silverline Media montrant un paiement de $80 000 pour la campagne, ramener le petit-fils à la maison. La phrase elle-même est devenue un mème, un emblème de chagrin fabriqué. Leur entreprise s'est effondrée en une semaine. Quand Caleb a pris la barre, son sang-froid s'était déjà effrité. Ses partenaires commerciaux avaient retiré leurs investissements. L'entreprise immobilière déclarait faillite. Il essayait toujours de paraître fier, parlant d'héritage et d'honneur familial. Marilyn, assise à 2 sièges de là, tremblait d'un mélange de peur et de vanité. Mais c'est lors de son propre témoignage que le masque est tombé. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi ils avaient poursuivi le procès malgré des preuves évidentes, elle a dit doucement, presque pour elle-même, « Nous voulions seulement que notre nom revienne dans les journaux. » Les microphones l'ont capté. Le moment a été diffusé en direct. Tous les écrans dans le couloir sont devenus silencieux. J'étais assis derrière la cloison, invisible des caméras, écoutant sa voix. Il m'a frappé que pendant 22 ans, je m'étais défini par ce qu'ils avaient fait, par la porte qu'ils avaient fermée, par la pluie dans laquelle je me tenais, par le silence qui a suivi. J'avais construit ma vie comme une réfutation. Assis là, j'ai réalisé que les combattre m'avaient lié à eux plus longtemps que l'amour n'aurait jamais pu le faire. La victoire n'avait pas le goût d'une victoire. C'était comme entrer dans une maison vide. Lorsque le juge a rejeté leur plainte avec préjudice, Jonas s'est penché et a demandé, « Tu veux poursuivre pour dommages et intérêts ?» J'ai secoué la tête. Ils ont déjà perdu ce qu'ils adorent. L'argent ne peut pas toucher ça. Dehors, les flashs des appareils photo ont inondé les marches du palais de justice de stroboscope. Je les ai traversés sans lever les yeux, le bruit s'estompant alors que la route de montagne m'avalait à nouveau. Cette nuit-là, le courrier est arrivé tard. Une petite enveloppe de l'Idaho, estampillée du sceau de l'hôpital d'État. À l'intérieur se trouvait un avis, dossier médical du patient Quinn déclassifié conformément à la loi. En pièce jointe, une photocopie d'une note manuscrite d'un médecin datée de 2003. La patiente a demandé à garder un bracelet en corde tressé en souvenir. Je suis resté assis longtemps, tenant la note contre ma poitrine. Le bracelet, ce même brin de fibre rugueux que j'avais gardé dans un petit coffre-fort pendant des années, n'était plus un symbole d'échec. C'était une preuve de survie. À l'aube, j'ai déverrouillé le coffre-fort, j'ai sorti le bracelet et je l'ai posé dans ma paume. J'ai compris alors que la vengeance ne fait pas taire les fantômes, elle les nourrit. La seule façon de mettre fin au bruit était de pardonner, non pas pour eux, mais pour moi. Pardonner au garçon qui a un jour souhaité devenir le monstre qu'ils lui ont fait craindre. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rédigé une lettre au conseil d'administration de la Fondation MAV. L'objet était, proposition, programme de soutien pour les jeunes reniers. Le corps était simple. Aucun enfant ne devrait se tenir dehors, devant sa propre maison, sous la pluie. Construisez quelque chose qui garde les lumières allumées pour eux. J'ai signé sans hésitation. Quand le vent a soufflé dans les arbres, il a presque sonné comme des applaudissements. Une année a passé. Le printemps à Asheville est revenu comme une longue expiration. Les cornouillers le long de la crête ont fleuri,
pâle contre le ciel clair, et le ruisseau à côté de l'ancien chalet de Mav chantait la même mélodie qu'elle fredonnait quand elle travaillait tard. Je vivais tranquillement maintenant, loin des gros titres. Arlo System prospérait sous la direction de Sarah, et je ne servais que de consultant, un nom sur des documents, et rien de plus. La fondation Mav était devenue ce dont nous rêvions, un réseau pour les jeunes chassés de chez eux, offrant des bourses, un abri, une voix. Chaque subvention signée portait la citation de Mav en relief en bas, « La famille, c'est ceux qui restent ». La cérémonie d'inauguration était petite. Jonas est arrivé dans son costume gris, sentant toujours légèrement le café et le papier. Sarah a amené un groupe d'étudiants que la fondation avait aidés. Ils avaient l'air nerveux, déterminés, vivants. La salle était modeste, une grange rénovée surplombant la vallée. À midi, les portes se sont ouvertes et Ara est entrée. Elle portait un manteau de lin ample, ses cheveux relevés, les yeux stables mais doux. Dans ses mains se trouvait une toile emballée. Quand elle a retiré le tissu, la pièce est devenue silencieuse. C'était une peinture intitulée « Le garçon à la porte ». Une silhouette solitaire se tenait sous la pluie devant une maison sans lumière. Son visage était tourné vers le haut, non pas suppliant, juste attendant. Elle me l'a tendu et a dit « C'est comme ça que je m'en souviens, pour pouvoir oublier ». Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas de mots assez grands. Nous sommes restés là, deux survivants regardant la même tempête depuis des rivages différents. Plus tard, pendant la réception, un journaliste s'est approché de Jonas avec un murmure qui apportait. Caleb Voss était mort ce matin-là d'une attaque cérébrale en Arizona. Marilyn avait été transférée dans une maison de retraite près de Phoenix. La pièce a changé, la musique a hésité, puis a continué doucement comme si de rien n'était. Jonas m'a trouvé près de la fenêtre et m'a tendu une coupure de presse pliée, un extrait du testament de Caleb publié dans la presse. Si mon fils lit jamais ceci, qu'il sache que je ne l'ai jamais compris. J'ai perdu parce que je ne savais pas comment aimer. Je l'ai lu 2 fois. Ma gorge s'est serrée, mais pas de chagrin. C'était la première chose honnête qu'il ait jamais écrite, et elle était arrivée trop tard pour avoir de l'importance. Au crépuscule, j'ai conduit jusqu'à la crête avec le bracelet dans ma poche. Le vent portait l'odeur du pain et d'une pluie lointaine. Au sommet, j'ai fait un petit feu dans le cercle de pierre que Mav utilisait pour ses pique-niques. J'ai tenu le bracelet entre mes doigts, les fibres rugueuses et familières, et je l'ai donné à la flamme. La fumée s'est enroulée vers le haut, se transformant en cendres qui ont dérivé vers l'ouest, vers l'Oregon, vers la vie qui avait commencé et s'était terminée là-bas. Je ne suis pas là pour m'excuser, ai-je murmuré. Je suis là pour vivre. Quand le feu s'est éteint, je suis resté assis jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Chacune ressemblait à une fenêtre qui ne me faisait plus peur. Dans les mois qui ont suivi, nous avons lancé le programme de mentorat de la Fondation, associant des survivants plus âgés à des adolescents qui n'avaient nulle part où aller. Chaque histoire que j'entendais ressemblait à une version de la mienne. La porte claquait, le silence, la longue marche sous la pluie. Chaque fois que j'écoutais, le poids sur ma poitrine s'allégeait. Un soir, alors que la lumière s'estompait, Sarah a appelé de la ville. Le nouveau système est en ligne, a-t-elle dit. Nous avons besoin d'un nom. J'ai regardé autour du chalet. La lampe que Mav avait laissée, les ombres s'appuyant doucement sur les murs. Le son de l'eau se déplaçant sur la pierre. Appelle le dôme, ai-je dit. Le lendemain matin, la nouvelle du succès du système s'est répandue sur notre réseau. Le nom est resté. Pour la première fois, le mot ne piquait pas. Il semblait mérité. Je conduis parfois en ville le week-end, juste pour voir les gens marcher sous le soleil, pour me rappeler que la paix ordinaire est la plus rare des victoires. De temps en temps, j'entends encore la voix de mon père en mémoire, froide et autoritaire. Et puis je me souviens du silence qui a suivi, celui qui est finalement devenu mon verdict. La famille, ce n'est pas la maison qui te jette dehors. C'est la vie que tu construis quand tu décides de revenir vers la lumière. Et quand la vérité est enfin dite à voix haute, même le silence devient à la fois jugement et pardon. Le premier printemps après le lancement de la Fondation est passé dans un tourbillon de voyages, de discours et de soirées calmes qui semblaient à la fois pleines et vides. J'avais construit quelque chose destiné à me survivre. Pourtant, le silence à l'intérieur de ce chalet des Blue Ridge régnait toujours sur mes heures. La Fondation Mav avait grandi plus vite que nous ne l'avions prévu. Sarah a ouvert des succursales à Portland et à Denver, et Jonas est devenu le tuteur légal réticent de la moitié des enfants que nous aidions.
Mais chaque succès portait l'écho de ce garçon sous la pluie, regardant toujours à travers une fenêtre qu'il ne pouvait pas ouvrir. Les journalistes venaient et repartaient. Ils voulaient le prodigue réformé, l'homme qui avait transformé le traumatisme en triomphe. Ils aimaient la symétrie de la chose, comment le fils de la bonne société déchue était devenu un sauveur pour la jeunesse perdue. Aucun d'eux ne se souciait des espaces entre les gros titres, des nuits blanches, des doutes, des fantômes qui refusaient de partir. Je souriais pour les caméras, disais toutes les bonnes choses sur l'espoir et retournais à mon chalet où le ruisseau sonnait comme la statique d'une vie que je ne pouvais pas éteindre. C'est au début de juin que la première lettre est arrivée d'Arizona. L'écriture était soignée, presque timide. Kepler, si ceci te parvient, j'aimerais parler avant que le temps ne soit écoulé. J'ai quelque chose qu'on ne t'a jamais dit. Je ne demande pas le pardon, juste une chance de finir ce que j'ai mal commencé. C'était signé Marilyn. Jonas m'a prévenu de ne pas répondre. Elle cherche l'absolution, a-t-il dit. Tu ne lui dois pas ça. Il avait raison, légalement et moralement, mais la loi n'avait jamais été la mesure de ma vie. J'ai répondu quand même. J'écouterai, une fois. Pas de promesse après ça. 2 semaines plus tard, j'ai pris l'avion pour Phoenix. La maison de retraite se trouvait entre un terrain de golf et une autoroute du désert, le genre d'endroit construit pour rendre le déclin respectable. Je l'ai trouvé sur un patio ombragé, plus mince que dans mon souvenir, ses cheveux blancs, ses yeux encore assez vifs pour trouver chaque défaut. Tu es venu, a-t-elle dit, souriant à moitié. Tu as écrit, ai-je répondu. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. L'air était épais d'une odeur de crème solaire et de fleurs d'oranger artificielles. Elle a sorti une enveloppe pliée de son cardigan. Ton père n'était pas ton seul fantôme, a-t-elle dit. J'en portais un aussi. À l'intérieur se trouvait une photo de Mav, plus jeune d'une décennie, debout à côté d'un homme que je ne reconnaissais pas. Au dos était écrit, Propriété Rod et Voss, 1981. Elle était notre partenaire, autrefois, a dit Marilyn. Avant ta naissance, Caleb et Mav ont construit ce premier hôtel ensemble. Puis elle a découvert qu'il avait volé ses plans de conception. Elle a menacé de le dénoncer. Il s'est assuré qu'elle ne pourrait pas, je l'ai regardé, attendant la suite. Il ne l'a pas tué, a-t-elle dit rapidement. Mais il a ruiné sa réputation, l'a forcé à partir. C'est pourquoi elle a quitté Eugène. C'est pourquoi elle a construit sa chaîne à partir de rien. Tu étais sa seconde chance. L'idée m'a stupéfié. Ma vie, le sauvetage, le mentorat, la fortune avaient commencé comme la guerre inachevée de quelqu'un d'autre. Mav ne m'avait pas seulement sauvé. Elle s'était rachetée à travers moi. Et maintenant, Marilyn voulait me tendre cette culpabilité comme un héritage. Pourquoi me le dire maintenant, ai-je demandé. Parce qu'elle t'a pardonné, a-t-elle dit, et je n'ai jamais pu. J'ai besoin de savoir comment elle a fait. Il n'y avait pas de réponse à donner. Le pardon était un muscle que Mav avait entraîné par la douleur. Ma mère n'avait exercé que le contrôle. Je suis parti sans lui serrer la main. La dernière chose qu'elle a dite m'a suivi jusqu'à la voiture. Le nom de ton père a disparu, mais pas ses habitudes. Ne laisse pas la fondation devenir un autre empire. De retour à Asheville, les orages d'été sont arrivés, lourds et brillants. Ara a commencé à venir plus souvent, aidant à coordonner l'aile d'art-thérapie sur le nouveau campus de la fondation. Elle avait changé aussi, plus calme, plus âgée, la colère sur son visage remplacée par quelque chose comme de la patience. Une nuit, alors que la pluie martelait les fenêtres, elle a dit, ils t'inscriront dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Assure-toi que c'est la version avec laquelle tu peux vivre. Cette semaine-là, un nouveau problème est survenu. Un journaliste nommé Rowan Glass a demandé l'accès aux finances de la fondation, prétendant enquêter sur une mauvaise gestion caritative. Ses emails étaient polis, précis, trop bien informés pour être ignorés. Sarah a fait des vérifications d'antécédents. Rowan était réel, un pigiste ayant des liens avec la nouvelle société mère de Silverline, sous un nom différent. L'ennemi avait évolué. Je l'ai rencontré dans un café du centre-ville. Il était plus jeune que je ne le pensais, les yeux vifs et certains de son histoire. Monsieur Voss, a-t-il dit, certains de vos donateurs sont liés à d'anciens comptes de Voss Realty. Voulez-vous expliquer? J'ai siroté mon café. Récupération, ai-je dit. Des gens qui essaient de se racheter. Il a souri. Ou blanchir un héritage.
Cette nuit-là, je suis resté éveillé à parcourir des feuilles de calcul. Jonas n'a trouvé aucune faille légale, mais la perception était fragile. Le financement de la fondation pourrait ressembler à un changement d'image pour l'élite déchue. Et c'était exactement ce que Silverline voulait, une ombre sur notre lumière. Les jours se sont estompés en planification et contre-planification. Sarah a remonté la piste des données jusqu'à une société écran basée à Dallas, détenue par une fiducie gérée par un dirigeant inconnu. Mais les journaux IP racontaient une autre histoire. Un modèle d'accès se répétait à des heures indues depuis nos propres serveurs. Quelqu'un à l'intérieur fuyait. J'ai refusé d'y croire jusqu'à ce que nous ayons retracé la connexion à un terminal local au département d'art de la Fondation. Le bureau d'Ara. Ma poitrine s'est serrée. J'ai attendu que le bâtiment se vide et j'ai vérifié son système moi-même. Les fichiers étaient là, des résumés de budget, des rapports de donateurs, de la correspondance privée, mais les métadonnées montraient que la connexion provenait d'un script distant qui passait par son compte. Elle était de nouveau utilisée. Je ne lui ai pas dit tout de suite. Je voulais des preuves. Au cours de la semaine suivante, Sarah et moi avons surveillé chaque paquet quittant notre réseau. La signature que nous avons captée était indubitable, un reste de l'ancien format de cryptage de Silverline, le même utilisé pendant la campagne, ramener le petit-fils à la maison. Quelqu'un de ce monde avait infiltré le nôtre. La confrontation a eu lieu un après-midi humide d'août. L'auditorium de la Fondation était bondé pour le gala d'été. J'étais en coulisses lorsque l'alerte de Sarah a retenti, fuite en cours. Source inconnue. J'ai balayé la foule du regard et j'ai vu un homme près du bar, tenant un verre d'eau mais ne buvant pas, chez Rowan. Il a hoché la tête une fois et est sorti par la porte latérale. Je l'ai suivi. Derrière le bâtiment, l'air sentait la pluie et les gaz d'échappement. Rowan attendait près de sa voiture, le téléphone à la main. « Tu as construit une belle histoire, Kepler » a-t-il dit. Mais les histoires ont une fin. Les données, non. Il m'a montré l'écran, une barre de téléchargement à 80%. Tu penses que tu sauves des gens, mais tu ne fais que réarranger la culpabilité. Même sans, nouvelle image de marque. Je me suis approché. Qui te paie? Il a souri. Disons simplement que les erreurs de ton père financent plus que des fantômes. Certains de ces investisseurs ont trouvé une nouvelle utilité à la rédemption. La voix de Sarah est parvenue à mon oreillette. Nous pouvons intercepter si tu le retardes. C'est ce que j'ai fait. J'ai parlé du garçon sous la pluie, de la femme qui m'a donné un toit, de la vérité qui est une lente forme de miséricorde. Il a hésité assez longtemps pour que Sarah coupe la connexion. Son téléphone s'est éteint. Quand il l'a réalisé, son expression est passée de l'arrogance à l'incrédulité. « Tu ne l'arrêteras jamais » a-t-il dit. « Il y a toujours une autre version de toi qui attend de tomber. »« Peut-être, ai-je dit, mais pas ce soir. » Il est parti en voiture sans regarder en arrière. À l'aube, Sarah a confirmé que la brèche était neutralisée, mais les dégâts persistaient en moi. Plus je défendais la vision de Maeve, plus elle ressemblait à l'empire de Caleb, efficace, centralisé, adoré par la même presse qu'il avait autrefois condamné. Je me suis surpris à calculer l'opinion publique, à gérer la perception comme une monnaie. C'était tout ce contre quoi ma mère m'avait mis en garde, et elle avait eu raison pour les mauvaises raisons. Un mois plus tard, Marilyn est morte. Pas de testament, pas de cérémonie, pas d'héritier. La maison de retraite a appelé pour demander si je voulais que ses biens soient expédiés ou détruits. Je leur ai dit d'envoyer ceux qui restaient. La boîte est arrivée 3 semaines plus tard, assez légère pour être portée d'une seule main. À l'intérieur se trouvait son alliance, un vieux Polaroid de moi enfant, et une cassette étiquetée, pour Kepler, 1990. Jonas a trouvé un vieux lecteur dans le débarras. Nous avons écouté ensemble dans le chalet. La cassette a grésillé avant que sa voix ne se fasse entendre. Jeune, confiante, non touchée par l'amertume. Elle chantait une berceuse dont je ne me souvenais pas, mais mon corps, si. La mélodie a rempli la pièce comme un battement de cœur revenant à un corps qui avait depuis longtemps oublié la chaleur. Quand elle s'est terminée, j'ai réalisé que le pardon n'était pas un acte unique. C'était un rythme, une répétition, jusqu'à ce que le bruit s'estompe. Après cette nuit-là, j'ai cessé d'éviter la ville. J'ai commencé à être le mentor de l'un des premiers diplômés de la Fondation, un jeune de 17 ans nommé Corin qui avait été chassé de chez lui pour avoir révélé son homosexualité à son père pasteur. Il me rappelait moi-même, trop fier pour demander de l'aide,
trop en colère pour accepter l'amour. Un soir, après un atelier, il a demandé, « Est-ce que la colère disparaît un jour ?» Je lui ai dit la vérité. Non, mais elle apprend à vivre dans un endroit plus calme. À l'automne, la Fondation a lancé ses archives numériques, des témoignages de jeunes de tout le pays. Nous l'avons appelé Projet Home, d'après le système que Sarah et moi avions construit. C'est devenu notre mémorial vivant, un endroit où le silence pouvait enfin parler sans crainte. Pourtant, je gardais la photo de Mav et de ma mère sur mon bureau. Elle me rappelait que la rédemption ne naît pas de la pureté, mais de la ruine. Que chaque bonne chose que j'avais construite reposait sur les débris de ce qu'ils avaient détruit. Certaines nuits, j'entendais encore la voix de Caleb en rêve, me disant que je devais quelque chose au non-Vos. Je me réveillais, j'ouvrais la fenêtre et je laissais l'air de la montagne me rappeler quelle voix comptait maintenant. Puis, un matin d'hiver, un coursier a livré une enveloppe scellée sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier juridique estampillée du sceau de la Vos Heritage Trust, une société dissoute depuis longtemps. L'entête portait la signature de Caleb, mais datée de 3 mois après sa mort. Le texte était bref, actif transféré conformément à la clause de contingence au fils survivant après restitution morale. Il comprenait des coordonnées, une propriété abandonnée en Oregon, le premier hôtel que lui et Mav avaient construit ensemble. Jonas l'a lu 2 fois. Il a caché quelque chose, a-t-il dit. Probablement un autre mensonge. Peut-être, ai-je dit, mais peut-être que c'est une façon d'en finir là où ça a commencé. Nous avons réservé des vols pour le printemps. Je n'ai pas encore prévenu Sarah ou Ara. Certaines portes doivent être ouvertes seules. Le vol vers l'Oregon était calme, le genre de silence qui semble rembourré, suspendu entre l'altitude et la mémoire. En bas, la forêt s'étendait comme une carte de tout ce que j'avais essayé d'oublier. Des vallées vertes et humides, le ruban noir de l'autoroute, le brouillard s'enroulant à travers les pins comme une respiration. Jonas était assis à côté de moi, examinant des documents juridiques imprimés. Je regardais par le hublot et me demandais quel genre d'homme cachait sa vérité dans des coordonnées. L'adresse nous a conduits au-delà d'Eugène et à encore 10 miles à l'est, sur un terrain bordé de sapins et de fils de fer rouillés. L'enseigne sur le portail s'était presque effacée, mais on pouvait encore la lire si la lumière frappait juste, Rodevos, 1981. Le bâtiment lui-même était un squelette, les fenêtres barricadées, le lierre rampant à travers les fissures, l'air épais de l'odeur humide du temps. À l'intérieur, tout s'était arrêté en plein vol. Des registres éparpillés sur le bureau de la réception, de vieilles clés accrochées à un mur de crochets, un grand livre encore ouvert à une page datée de 1985. La dernière entrée disait « Solde dû à Monsieur Rod ». Règlement en attente. L'écriture était celle de Caleb. Jonas a brisé le sceau de l'enveloppe. D'après ceci, a-t-il dit, cette propriété est revenue à la fiducie après le départ de Mav. Quand Caleb est mort, elle est devenue tienne. J'ai ri doucement. L'homme qui l'a détruite a le dernier mot, après tout. Peut-être pas, a dit Jonas en parcourant les petits caractères. Il y a une clause ici, une éventualité qu'il n'a jamais déclenchée. Si les 2 parties fondatrices étaient décédées, la propriété est transférée à tout héritier survivant de l'une ou l'autre après restitution morale. Publiquement prouvé. Restitution morale, ai-je répété. Le sommet d'Avalon. Il a fallu des heures pour fouiller les bureaux. La poussière transformait chaque pas en un soupir. Dans le bureau du fond, derrière un classeur, nous avons trouvé un coffre-fort. La combinaison était écrite au dos de la vieille page du grand livre, presque négligemment. À l'intérieur se trouvaient 3 choses, une boîte de pellicule non développée, une pile de lettres tapées à la machine et attachées par un élastique, et une seule clé en laiton. Les lettres étaient de Mav à Caleb, écrites après qu'elle ait quitté Eugène. Elles n'étaient pas en colère. Elles étaient patientes. Elle parlait de reconstruire, d'utiliser ce qu'il lui avait appris sans le poison. Dans l'une d'elles, elle écrivait « Si jamais tu comprends ce que coûte l'amour, rends-le au garçon. Il saura quoi en faire. » La pellicule contenait des images de l'hôtel pendant sa construction. Mav avec un casque de chantier, Caleb à côté d'elle, tous 2 riant. Au bord d'un cadre, une ombre, j'ai reconnu ma mère, plus jeune, souriant comme si elle était à sa place. Le passé avait toujours ressemblé à une blessure. Maintenant, il ressemblait à un moment qui n'avait jamais guéri parce qu'aucun d'eux ne savait comment faire. La clé en laiton correspondait à la porte de l'aillet. À l'intérieur, la poussière recouvrait tout,
sauf une boîte en bois posée au centre de la pièce. Dessus, une note de l'écriture lourde de Caleb, au fils qui n'a jamais été destiné à hériter des péchés de son père. Je l'ai ouverte lentement. À l'intérieur se trouvait un diamant brut enveloppé dans du papier de soie, un acte de propriété d'une seule page transférant la propriété du terrain à la Fondation Mave, et une lettre. Kepler. Je n'ai jamais écrit d'excuses parce que je n'y ai jamais cru. Mais j'ai construit cet endroit avec une femme qui comprenait quelque chose que je n'ai pas compris. Que la création survit au contrôle. J'ai pris ses rêves et les ai appelés miens. Tu as fait le contraire. Tu as pris mon nom et en as fait quelque chose que je n'aurais jamais pu construire. Je ne demande pas le pardon. Utilise simplement cet endroit pour défaire ce que j'ai commencé. CV, Jonas a expiré. Alors il le lui a laissé, à travers toi. Peut-être qu'il a finalement écouté, ai-je dit. Nous sommes retournés en ville en silence. Cette nuit-là, je me suis assis au bureau du motel et j'ai élaboré un plan. Les ruines deviendraient un centre de retraite pour la fondation, un espace pour que les jeunes entre deux mondes se reconstruisent. J'ai appelé Sarah à l'aube. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a simplement dit, envoie-moi les schémas. Ara nous a rejoints là-bas un mois plus tard, ses cheveux relevés sous un bandana, de la peinture sur les mains. Elle a parcouru les couloirs sans parler, touchant les murs fissurés comme pour saluer de vieux fantômes. Dans une pièce d'angle, elle s'est arrêtée et m'a regardé. Tu sais, cet endroit ressemble à un battement de cœur, a-t-elle dit. Comme s'il attendait de recommencer. Pendant des semaines, nous avons travaillé avec des équipes locales, déblayant les débris, refaisant l'électricité, repeignant. Chaque clou enfoncé dans le bois donnait l'impression de recoudre une peau. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les montagnes, Ara s'est assise à côté de moi sur la véranda à moitié construite. Tu ne m'as jamais dit ce que ta mère a dit à la fin, a-t-elle murmuré. Elle a demandé comment Mav avait pardonné, ai-je dit. Et je lui ai dit que je ne savais pas. Peut-être que le pardon n'est que le long chemin pour comprendre pourquoi on a été blessé en premier lieu. Ara a hoché la tête. Et toi, l'as-tu trouvé? Pas encore, ai-je dit. Mais je marche toujours. À l'automne, le centre de retraite a ouvert. Nous l'avons appelé, la Maison Rod. Le premier groupe est arrivé, 10 jeunes adultes de différents états, chacun portant des histoires trop lourdes pour leur âge. Ils cuisinaient ensemble, plantaient un petit jardin, construisaient une bibliothèque avec des livres donnés. Parfois, je les surprenais à rire dans les couloirs où l'écho vivait autrefois. Une nuit, après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte de mon bureau. L'écriture était inconnue. Monsieur Voss, je m'appelle Rowan Glass. Vous vous souvenez de moi à Asheville. J'avais tort à votre sujet. L'histoire que je pensais écrire n'était pas la vôtre. C'était la mienne. J'ai grandi dans une maison comme la vôtre. Mon père ne prononce toujours pas mon nom. Merci de m'avoir montré que le silence peut prendre fin. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai brûlé dans la cheminée, non pas par colère, mais par libération. Certains mots n'ont pas besoin de rester sur papier. L'hiver est arrivé tôt cette année-là. La neige a recouvert les toits, adoucissant le monde. Je passais les soirées dans la salle commune, écoutant le léger bourdonnement du chauffage et les rires provenant de l'aile des dortoirs. Parfois, Ara s'asseyait au piano que Mav aimait autrefois et jouait la même berceuse de la cassette de ma mère. Les notes persistaient dans les chevrons, chaudes et humaines. En mars, Sarah a apporté la nouvelle que la Fondation avait été nominée pour un prix humanitaire national. J'ai presque ri. Donnez-le aux enfants, ai-je dit. C'est pour eux que nous sommes là. Elle a souri. Ils ont déjà plus que ça. Ils ont un foyer. Un matin, alors que je parcourais la propriété, j'ai trouvé Corin assis près de la clôture, en train de dessiner. Il avait grandi, était devenu plus stable. Tu vas quelque part, ai-je demandé. À l'université à l'automne, a-t-il dit, avec une bourse de la Fondation. J'ai pensé laisser un dessin ici avant de partir. Il m'a tendu le croquis, un simple contour au fusain du bâtiment, la lumière jaillissant de ses fenêtres. En dessous, il avait écrit, vous avez donné une clé au garçon à la porte. Je l'ai regardé s'éloigner sur le chemin de gravier jusqu'à ce que le brouillard l'avale. Le lendemain, j'ai préparé un petit sac et j'ai conduit vers l'ouest, vers la côte. Je n'avais pas vu le Pacifique depuis avant la mort de Mav. L'air sentait le sel et le cèdre.
J'ai marché le long du rivage jusqu'à ce que mes chaussures se remplissent de sable et ma tête de vent. Là, au bord de l'eau, j'ai dispersé les cendres que j'avais gardées de cette nuit sur la crête, les derniers restes du bracelet brûlé. La marée les a emportés sans hésitation. Je suis resté jusqu'à ce que le soleil se couche et que l'horizon devienne une bande de rouge. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas observé par le passé. Ce n'est pas le pardon qui m'a sauvé. C'est la continuation. Le monde avait continué à avancer. J'avais enfin rattrapé mon retard. Quand je suis retourné à la maison Rod, Jonas avait laissé un petit paquet sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait une montre de poche, son boîtier gravé des initiales, CV, et une note, trouvée dans le coffre-fort après la restauration. J'ai pensé que tu voudrais garder le temps à ta manière maintenant. Je l'ai remonté une fois et j'ai écouté le tic-tac. Il ne ressemblait en rien à la vieille horloge en acier de mon père. Il était plus doux, irrégulier, humain. Le printemps est revenu. Les collines ont verdi. Le jardin a fleuri. À l'occasion de l'anniversaire de la fondation, les anciens élèves se sont réunis dans la cour, plus de 50 d'entre eux maintenant. Certains portaient leurs enfants, d'autres avaient amené leurs partenaires. Tous portaient un morceau de l'endroit qui les avait sauvés. Quand la cérémonie s'est terminée, je me suis mis au bord de la foule. Le ciel s'étendait, large et indulgent. J'ai pensé à Mav, à Caleb, à la chaîne brisée qui avait en quelque sorte formé un cercle. Dans ma tête, j'ai entendu sa voix, « Construis-toi si fort qu'ils regretteront de t'avoir laissé partir. » J'ai souri. Je l'ai fait, ai-je murmuré, mais j'ai aussi appris à rester. Alors que la nuit tombait, des lanternes brillaient le long du chemin, une pour chaque histoire qui avait retrouvé son chemin vers la maison. Le vent soufflait dans les arbres et, pendant un battement de cœur, je pouvais presque voir les silhouettes des personnes qui avaient tout commencé. Mav, Caleb, Marilyn, debout au bord de la lumière, regardant, enfin silencieux. Je me suis tourné vers la maison d'où les rires s'échappaient des fenêtres ouvertes et j'ai senti quelque chose changer en moi. Doux et final. Le passé avait cessé d'être une arme. Il était devenu un lieu d'origine. Non plus une cicatrice, mais une signature. Et pour la première fois depuis cette nuit à Eugène, je savais à quoi ressemblait la paix. Ce n'était pas le silence. C'était le son d'une centaine de voix s'appelant les unes les autres.